Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Roman. Le Fils du vent. Éditions Actes Graphiques 1991. Les promesses du haut pays. Édition de Boré 1999. La paix des collines. Édition de Boré 2000. Retour à Rochessac. Edition Historic One 2002. Un buisson d'aubépine. Édition de Boré 2006. Prix Vague du livre 2007. Prix Grancher 2009. Le secret de Jean. Édition de Boré 2008. La tourmente. Édition de Boré 2010. La terre de la discorde. Édition de Boré 2012. Études socio-professionnelles. La Syrie française, un métier d'expert. Édition L'Harmattan 2002. La Syrie française et ses enjeux. Édition L'Harmattan 2005. L'avenir de la Syrie française. Édition L'Harmattan 2007. La Syrie française et la production. Édition L'Harmattan 2009. Une des techniques les plus efficaces pour se faire une opinion sur le caractère de quelqu'un et sur ses comportements à venir, consiste à chercher à retrouver dans son visage d'adulte celui qu'il fut, enfant. Si ce faisant on peut l'y reconnaître, c'est en général qu'il en a conservé la fraîcheur et l'intégralité, et l'on peut faire alliance avec lui. Sinon c'est qu'il s'est construit sur la négation de ses rêves d'enfant, qu'il vit dans le conflit, qu'il ne se respecte pas, qu'il est aigri, amer, prêt à tout, sans loyauté. Jacques Attali, Survivre aux crises. Préface. La Syrie occupe une place particulière entre forêt et usage du bois. Elle reçoit des grumes, aux formes indéfinies, pour les débiter selon des formes et des dimensions qui répondent aux multiples emplois du bois d'œuvre, construction, ameublement, emballage. Le négoce du bois s'inscrit totalement dans l'économie globalisée. Grumes ou sciages peuvent se déplacer de pays à pays, de continent à continent, au gré de la demande et des coûts. Les établissements français doivent ainsi affronter une concurrence multiple, provenant soit de régions à bas coût comme en Extrême-Orient, soit de massifs forestiers où la récolte peut être aisée, abondante, de qualité ou d'arbres homogènes, comme celle des pays du Sud ou de la taïga, soit de pays voisins ayant su, mieux que nous, développer des outils performants. Au sein de l'Europe, la forêt française se caractérise par sa diversité. Elle est partagée quasi à égalité entre résineux et feuillus. Une croissance de la production est annoncée dans les prochaines décennies. Cette ressource résulte de l'effort de boisement réalisé à la fin du XXe siècle, et quelque peu des accrues qui ont accompagné un recul maintenant séculaire de la surface agricole. Pour les produits en bois, la tension perceptible sur l'approvisionnement dans les autres matières premières ou matériaux ouvre des perspectives de débouchés nouveaux. Mais, paradoxe souvent relevé, l'activité de la Syrie ne suit pas la demande. Le commerce extérieur montre un fort déficit, résultat du double flux de grumes de feuillus à l'export et de sciages résineux à l'import. Comment relever ce défi d'une croissance rapide de notre première transformation, pour que la France valorise mieux la ressource que recèlent ses nombreuses forêts? C'est l'objet du livre de Maurice Chalayer. Il ouvre quelques pistes après avoir brossé un panorama des scieries françaises dans leur variété de taille, de statut et d'activité. Maurice Chalayer est issu d'une famille de sieurs du Pilat, dans la Loire. Il a été contraint, en particulier par suite d'un accident, à se reconvertir dans l'enseignement technique. Il peut ainsi satisfaire sa double passion, pour le bois et pour la transmission du savoir. Il a été à l'origine de l'Observatoire du métier de la Syrie 1. Ayant acquis une solide réputation d'expert, il a publié plusieurs livres présentant les conclusions de ses échanges et des rencontres qu'il organise avec les professionnels. Il y analyse la manière dont est organisée la mobilisation du bois en France, et suggère quelques améliorations, dans le partage des rôles entre propriétaires, entrepreneurs de travaux forestiers et acheteurs. Dans ce livre-ci, il rappelle tout d'abord l'évolution de l'activité de sciage depuis son origine. Et il décrit l'état actuel de ce secteur d'activité. Il distingue, selon la taille, 3 classes d'établissements entre industriels, semi-industriels et artisanaux. Il montre sa sympathie pour les petits scieurs, dont le rôle dans la vie de bien des villages est méconnu.
et dont l'effectif se réduit régulièrement. C'est surtout pour eux qu'ils présentent les progrès possibles dans les démarches commerciales. Car il ne suffit pas de débiter le bois dans les règles de l'art, il faut aussi le vendre dans un contexte où la concurrence évolue, devient plus dure, plus ouverte. Comment accéder et conserver des marchés avec des négociants ou les fournisseurs pour le bricolage, avec la seconde transformation, avec les particuliers? La vente se partage entre les quelques planches cédées à celui qui vient les chercher sur place, jusqu'aux exigences du commerce international. La demande sociétale évolue, prenant en considération les contraintes environnementales et de la durabilité. Le client se satisfait de moins en moins de la présentation d'un débit brut, tombant de scie. Même quand celui-ci respecte parfaitement les normes de qualité, une telle offre ne répond pas bien à la demande actuelle. Notre société postmoderne s'avance vers l'économie de fonctionnalité, laquelle réclame plus de services, ou dont la demande se définit par l'usage qui sera fait du produit, et non plus seulement par les caractéristiques de celui-ci. Les scieries doivent plus investir dans la démarche commerciale pour conserver leur position, et pour s'affirmer sur ces marchés qui émergent. Leur déficit d'image est constaté, car leur activité est encore trop méconnue, sinon mésestimée. Ce livre leur propose des moyens de se faire connaître, et aussi de s'approprier une plus grande valeur ajoutée, dans les transformations de leurs produits ou dans les services offerts. C'est à chaque entrepreneur d'adopter sa stratégie. En sachant partager les expériences positives, avec les collègues, dans des réseaux de proximité. En particulier en assurant la promotion des performances originales de nos bois indigènes. L'usager réclamera ceci d'autant plus qu'il en connaîtra ses spécificités plutôt que leur seule origine locale. Les moyens de prospection et de conquête des marchés sont présentés. Les premières expériences, en France, de l'utilisation du réseau Internet par les scieries sont décrites, et introduisent des conseils sur le bon usage de ces nouvelles techniques de communication et d'information. Leur efficacité est certaine, et leur diffusion rapide. Il est essentiel pour rester présent ou s'implanter sur certains créneaux, de les adopter au plus vite. Les débouchés et la ressource forestière fournissent de fortes opportunités de croissance au secteur de la scierie. Cette expansion sera-t-elle réservée aux plus grosses entreprises, avec une accélération de la concentration qui a été observée ces dernières années? Ou verrons-nous de petits établissements s'affirmant dans des démarches de marketing et commercial dynamiques, conquérir les niches que le progrès, l'évolution de la demande, l'émergence de nouvelles techniques vont ouvrir? Cela relève de l'esprit d'entreprise qui pourra les animer, de leur curiosité, de leur agressivité et rigueur commerciale, qui leur permettront de maintenir chacune à sa place, sa compétitivité, et de contribuer ainsi à la mise en valeur optimale de la ressource forestière nationale. Yves Posse, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts. Introduction générale. Partir de l'existant et analyser les tenants et les aboutissants du métier de la scierie à travers plus particulièrement la démarche commerciale, tel est le postulat de cet ouvrage. Recueilli dans le cadre de l'Observatoire du métier de la scierie, d'innombrables témoignages apportent le concret du terrain et ces retours ont pour objectif de nourrir l'analyse systémique. On découvre dans l'ouvrage la première partie, Histoire de la scierie française, un historique réactualisé qui tient compte des évolutions socio-professionnelles, des mutations techniques et technologiques, et aussi des événements climatiques et économiques de la décennie 2000 à 2010. La deuxième partie, la scierie française et le commercial, un développement conceptuel sur ce qu'est le système commercial des scieries françaises de l'artisanat à l'industrie en passant par le secteur semi-industriel. Les résultats d'une enquête auprès de 80 scieurs mettront en avant le vécu des entrepreneurs du sciage, sur leurs pratiques commerciales. La troisième partie, quel avenir pour la scierie artisanale, un développement théorique puis les actes du séminaire de décembre 2009, organisés sur cette thématique apporteront un éclairage sur l'existant, sur les forces et les faiblesses et les potentialités des scieries artisanales. La quatrième partie, acte du colloque Chartreuse juillet 2010, tente d'expliciter à travers une multitude d'intervenants d'horizons différents, les enjeux du bois de pays dans le développement territorial. La cinquième partie, acte du séminaire, scierie française et le commercial, mai 2011,
lance des pistes à suivre quant aux démarches commerciales à employer. La 6e partie, chronique suivie de crise 3 2009 à 2010, permet de suivre les évolutions de la crise par rapport au milieu de la Syrie, problématique, enjeu, levier de sortie de crise. Au final, la compilation des travaux présentés se veut une illustration de l'étude du milieu de la Syrie faite en observant de près les choses sans jamais les isoler, mais au contraire en les raccordant toujours les unes aux autres à travers une vision globale et systémique. Que soient remerciés tous les intervenants aux différents travaux présentés. Maurice Chalayer, président fondateur de l'Observatoire du métier de la Syrie. PREMIERE Partie, Histoire de la Syrie française. Un métier ancien, le sciage du bois. De la scie à main à la scie mécanique. L'invention de la scie à main est attribuée à un architecte grec, aux environs de 1200 ans avant Jésus-Christ, qui eut l'idée de reproduire dans du fer la denture de la mâchoire de requin dont il se servait pour scier des pièces de bois. D'un point de vue étymologique, du latin secere, couper, le verbe scier d'après scie aurait été orthographié scier au XIIIe siècle, puis scier au XIVe siècle où le C a été introduit pour éviter l'homonymie avec sieur. Si l'homme a su mettre la scie à son profit, depuis l'Antiquité, l'évolution de l'outil et du sciage proprement dit a été assez lente. En ce qui concerne la scie employée pour débiter le bois, deux tendances se sont développées. La première, celle de la scie des scieurs de long, qui restait un outil manuel. La seconde, celle de la scie des moulins qui était actionnée mécaniquement. La scie manuelle des scieurs de long. Outil plus ou moins grand, avec ou sans cadre de bois de sapin, la scie des scieurs de long dénommée la niargue ou encore la bêche n'est plus guère utilisée que dans les fêtes folkloriques ou peuplades reculées de pays en développement. En France aujourd'hui, la scie a rejoint la cognée du bûcheron et les outils usuels d'autrefois dans les coins poussiéreux des granges et des musées. Cette scie, présente dans le célèbre catalogue de Manufrance jusqu'en 1914 à la rubrique 894, a été l'outil indispensable pendant des siècles et pour des générations de courageux tâcherons de la forêt, les sieurs de long. Chez les sieurs de long, dont le saint patron est Simon, Jude, fêté en octobre, une certaine forme de corporatisme a existé à l'image des compagnons charpentiers. Les sieurs de long originaires du Massif central, Auvergne, Corrèze, Limousin, quittaient leur village en équipe de 4 à 6 membres, laissant femmes, enfants et exploitation. Munis d'un passeport délivré par le prêtre de la paroisse qui leur avait consenti une procuration pour la bonne gestion de leurs biens, ces paysans pauvres étaient alors en règle pour leur voyage. Aguerris au travail pénible et aux conditions climatiques difficiles de la montagne, ils ne rechignaient pas devant l'ouvrage qui les attendait loin du pays. Embauchés dans des régions bien précises par des marchands de bois, parmi lesquels se trouvaient d'anciens sieurs de long qui s'étaient établis à leur compte, ils partaient pour le Morvan, le Jura, les Vosges, les Ardennes, la Haute-Normandie, la Touraine et même l'Italie et l'Espagne. Les sieurs voyageaient à pied, la scie démontée, havresac et chapeau à large bord pour les protéger de la pluie comme de la sueur. De septembre à la Saint-Jean, ils partaient en campagne. Ils revenaient au pays, riches d'un petit pécule et d'une expérience qui les rendait importants aux yeux des autres. Petits exploitants et journaliers issus du monde agricole retrouvaient un semblant de dignité. Les gains ramenés servaient à agrandir l'exploitation de quelques parcelles, le cheptel de quelques unités, à s'établir ou encore à rembourser frères et sœurs. Être sieur de long, cela voulait dire des journées de 12 à 16 heures à peiner au dehors et par tous les temps. C'était aussi être pour le chevrier, en équilibre précaire, les pieds calés sur le chevalet en bois ou à même le sol pour le renard, suspendu à la scie, les yeux continuellement agressés par la poussière acide du bois, à travailler rudement de l'aube à la nuit. Débiter des planches, des poutres ou encore des traverses de chemin de fer au milieu du XIXe siècle, tel était l'ouvrage. Les sieurs côtoyaient sur les chantiers forestiers bûcherons, fagotiers, mérandiers, sabotiers. Ils vivaient ensemble, chichement pendant la période d'exploitation dans des loges faites de bois, de terre et de branchages. Une descendante de sieur de long, Marie-Thérèse Liange, a comptabilisé 130 ouvriers migrants de Sauvin, petit village des Monts du Forêt dans le Massif central, pour la période 1700 à 1840, sans compter ceux restés au pays et qui n'ont pas été inventoriés.
C'est à partir du milieu du XIXe siècle que le déclin de l'activité des scieurs de long s'amorce. Les voies de communication se développent et deviennent plus praticables. Les bois en grumes sont plus facilement transportables. Acheminé par voiturage à la traîne ou encore par flottage, le bois gagne les scieries installées au bord des torrents de montagne ou des cours d'eau de la vallée. Peu à peu, les équipes de scieurs de long se disloquent. Beaucoup de retours au pays créent leur propre scierie et ont enfin la sécurité d'un travail à l'année et un toit sur la tête. Quelques équipes survivront, rendant service dans les cours de ferme ou sur les places de village pour le sciage de quelques billes de bois, avant que la profession ne s'éteigne définitivement en France après la Seconde Guerre mondiale. Le véritable essor des scies mécaniques de l'époque romaine à la fin du XIXe siècle. En reproduisant mécaniquement le mouvement des scieurs de long, les Romains utilisaient déjà des scies alternatives fonctionnant à l'eau, pour débiter en plaques les blocs de marbre qu'ils tiraient des carrières de Carrare ou d'ailleurs. Le poète Ozone, IVe siècle, dans une série de vers consacrés à la Moselle, parle de la lame stridente de la scie, dont le continuel sifflement se fait entendre sur les deux rives. En 1040, en Franche-Comté, on parle d'une maresquian ou resse à bois, et à la même époque en Savoie, de resse pour désigner la scie mécanique. Un traité de 1284 use pour désigner les scieries de l'expression moulin pour sauyeur planche, laquelle, traduite en français contemporain, veut dire moulin pour scier les planches. En 1303, dans l'énumération des biens immobiliers de l'abbaye de Saint-Semin de Toulouse figure une scie à eau. Dans les Vosges, on substitue à moulin à scier le mot scie. De là est née la scie de Saint-Mousse à Arches en 1426. On le voit, les références aux scies mécaniques sont nombreuses. Reste à définir leur évolution technologique. Si le mouvement initial reproduisant celui des scieurs de long n'a jamais changé, on le retrouve d'ailleurs toujours sur les machines actuelles, l'entraînement du cadre, quant à lui, n'a pas cessé d'évoluer à travers les siècles. C'est d'abord l'invention embryonnaire de la came par les Romains. Un principe qui se perdra pour être redécouvert au Xe siècle. La came permet de résoudre partiellement la transformation d'un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif. Mouvement idéal pour reproduire le geste lancinant des laborieux scieurs de long. Au XIIIe siècle, la came trouve enfin son débouché dans les moulins, foulons à papier, à fer et dans les scieries hydrauliques. L'architecte et ingénieur Villard de Hauncourt a laissé dans un album de croquis la première représentation connue d'une scie à bois de long mécanisée. Il faut attendre le XVe siècle et les travaux de Francesco di Giorgio Martini, repris par Léonard de Vinci, qui apporteront un progrès décisif dans l'essor du vilebrequin. Le système de sciage, bielle-manivelle, naît véritablement. Désormais, l'arbre n'entraîne plus de came mais une manivelle ou un vilebrequin. Au XVIIe et XVIIIe siècle, plusieurs auteurs font une place aux instruments de sciage mécanique dans le cadre de traités intitulés Théâtre. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert propose un modèle de moulin pour scier le bois très représentatif de l'avancée technologique du métier à l'époque. Un nouveau tournant sera pris en 1799 avec le premier brevet déposé de la scie circulaire appelée par son inventeur, M. Albert, un mécanicien de Paris, scie sans fin. Cette scie était composée de plusieurs segments circulaires en tôle de fer montés sur un arbre horizontal. Encore plus décisif sera l'invention en 1808 de la scie à ruban par l'anglais William Newbery. Cette innovation extraordinaire mettra malheureusement du temps à être vulgarisée. En avance sur son époque, la scie à ruban n'a pas trouvé tout de suite la reconnaissance qu'elle mérite. Il faudra en effet attendre l'avènement de l'ère industrielle pour enfin posséder des lames résistantes et des bâtis rigides. Cette avancée a été rendue possible grâce au progrès de la sidérurgie moderne, qui permettront d'affiner les aciers des lames et d'adjoindre les alliages de chrome et de nickel. L'amélioration des systèmes de guidage de la lame et d'amortissement des chocs augmentera considérablement la durabilité de l'outil et fera l'objet de nombreux brevets déposés à partir de 1830. Cela permet dès la fin du XIXe siècle de disposer de machines très proches de celles que l'on connaît aujourd'hui. Dans son remarquable ouvrage Les scieries et les machines à bois, 1902, Paul Razou présente les scies à ruban à chariot automatique, à chariot libre et à dédoubler. Il parle même d'une grande scie à ruban,
un métier, pour débiter les bois en grumes dont les poulies porte-lames atteignaient 2,50 m de diamètre en fonctionnement à l'Exposition internationale de Chicago en 1893. Cette scie, construite par la maison Kirchner, était à la fin du XIXe siècle le plus grand modèle connu. Plus frappante encore est la description du principe d'avoyage des scies à ruban pratiqué couramment à l'époque par les Américains. L'aplatissage des dents que nous nommons aujourd'hui l'écrasement. Des moulins à acier aux scieries. Du moulin à la scie. Si les régions de l'Ouest ont longtemps loué les services des sieurs de long auvergnat, les régions montagneuses, Alpes, Jura, Vosges, Massif central, Pyrénées, du fait de leur configuration, relief et hydrographie ont très tôt adopté le sciage mécanique. Au moment de l'électrification du monde rural, dans les années 1930, des scieries hydrauliques fonctionnaient déjà depuis plus d'un siècle et même parfois davantage. Pour preuve, Anne d'Urfé écrivait en 1606 dans sa description du Pays de Forest, pays du forêt, « Les aultes montagnes abondant en faux, hêtres et très beaux sapins desquels les habitants tirent grand profit par le moyen de moulins à scie, dont il y a quantité à cause du grand nombre de belles fontaines qui sourcent en ces montagnes. Les scies mécaniques ne sont donc pas une invention moderne puisqu'elles existaient en quantité, il y a 4 siècles. Ces scieries étaient toutes équipées de la scie alternative à grand cadre que les Vosgiens appellent encore le haut fer, visible dans le célèbre film Les Grandes Gueules, de José Giovanni avec Bourvil et Ventura. La circulaire, appelée la scie ronde ou encore la grande mécanique, n'apparut que timidement au début du XIXe siècle. Elle marqua un grand progrès grâce à sa vitesse élevée, qui assurait une coupe régulière et continue. Au milieu du XXe siècle, la scie à ruban la détrônera définitivement du sciage de tête. Réputée mangeuse de bois en raison du passage important et dévoreuse de membres de par sa dangerosité, les Français la boudront longtemps. Ils la tiendront éloignée, bien cloisonnée et enfermée dans les caissons d'acier des déligneuses. À l'inverse, dans les pays scandinaves et américains, la scie circulaire a toujours été maintenue en premier débit, scie à grumes et canteur. Gérant les affaires souvent en famille, les propriétaires de moulins à acier répondaient aux besoins locaux et travaillaient pour les marchands de bois des villes. Peu à peu, ils se sont fabriqués une culture bois ainsi qu'une renommée de petits industriels de la campagne. Sieurs accomplis, leurs moulins sont devenus leurs scies. Une appellation toujours en vigueur aujourd'hui, dans le milieu. Par ailleurs et curieusement, la dénomination moulin à acier pour définir la scierie est encore d'un usage fréquent aux États-Unis et au Canada. Preuve s'il en est que le métier a une histoire, son histoire. Identité des propriétaires des anciennes scieries. De nombreuses appellations montrent la manière dont les scieries ont été juridiquement reconnues et exploitées. Une liste, non exhaustive, fait apparaître dans l'histoire du métier différents régimes de propriété. Scierie de particulier en nom propre. Le propriétaire est un ancien sieur de long, un paysan, un moulinier. Scierie domaniale et scierie communale, elles sont exploitées par le Sagard dans les Vosges. Propriété de l'État, elle est gérée par l'inspection des eaux et forêts pour la domaniale. Propriété des communes, elle est gérée par les collectivités locales pour la communale. Scierie à exploitation collective, suite à un partage familial, l'ayant droit en jouit quelques heures ou jours par semaine suivant ce qui lui revient par droit de coopération à la construction ou par héritage. Cela permet de scier ses propres bois à peu de frais. Cette pratique est restée en vigueur dans le Bourbonnais jusqu'aux années 70. Scierie des communautés religieuses. Le sieur est en fermage et les moines retirent un revenu de la vente des produits issus de leur forêt. La fin de l'Ancien Régime et la saisie des biens des communautés permettent aux sieurs de s'affranchir en rachetant les moulins à l'État. Le cas particulier des scieries volantes. Se rendre à proximité de la coupe, installer l'outil de débit est une pratique très ancienne datant des sieurs de long. À partir du milieu du XXe siècle et lorsque les outils de sciage vont se mécaniser, des scieries volantes se déplaceront sur les chantiers forestiers. Actionnées par des machines à vapeur dans un premier temps, les scies à ruban et circulaires seront animées par des moteurs thermiques dans un second temps. Cette pratique s'éteindra peu à peu dans les années 60, où les derniers sieurs itinérants se sédentariseront. Le sciage mobile renaîtra dans les années 80 à 90,
avec de nouveaux matériels assez sophistiqués permettant d'exercer ce métier avec moins de pénibilité et plus de productivité. Scierie volante, Michelard. Drôme. Années 60. Évolution socio-professionnelle de la scierie au XXe. Situation avant la Seconde Guerre. Cette période sera marquée par les évolutions techniques qui vont permettre d'affermir la pratique du métier de scieur. La scierie va se professionnaliser et devenir un métier à part entière avec sa culture, ses techniques, ses pratiques, sa presse professionnelle et ses formations. Du point de vue technique, la scie à ruban fixe ou mobile, scierie volante, dont les principaux fabricants français sont Marcol, Rennepont, Guillet, Panhard-Levasseur, le célèbre fabricant d'automobiles, Gillet, sans nommer les petits fabricants régionaux dont le passage éphémère n'a pas marqué l'histoire, supplante la scie circulaire et la scie alternative en raison de sa souplesse d'utilisation, de sa polyvalence et surtout de sa faible perte au trait. Cependant, la scie alternative Esterer, Wurster et Diers reste très employée dans sa version moderne, le châssis, notamment dans l'Est de la France, mais aussi en Allemagne et dans toute l'Europe de l'Est. D'importants progrès techniques et technologiques sont apportés aussi bien sur le matériel que sur les outils. Les techniques d'affûage s'affinent et se vulgarisent en particulier grâce à l'école du bois de Mouchard, Jura, créée en 1934. Quelques années plus tard, en 1943, en pleine guerre et pour pallier le manque de main-d'œuvre spécialisée, l'école crée les premiers stages de formation continue et de perfectionnement pour scieurs et affûteurs. Elle donnera à des générations de fils d'exploitants de solides connaissances en matière de foresterie, de scierie et d'affûtage. Le 20 novembre 1934, l'École supérieure du bois, ESB, ouvre également ses portes à Paris. Après la grave crise économique de 1931, sans précédent pour le secteur du bois, la profession peut enfin former ses cadres et prendre du recul sur ses pratiques pour mieux s'ouvrir sur les forts potentiels qu'offrent les grands marchés du bois présents et ceux à venir. Dans ce courant novateur, la presse professionnelle s'enrichit d'un nouveau titre. Le 5 janvier 1930 sort Bois et Construction qui deviendra quelques années plus tard le Bois National. La presse professionnelle possède déjà à cette époque l'organe spécial du commerce des bois, l'Éco-Forestier. Ce journal, fondé en 1873, est le plus ancien journal du commerce et des industries du bois. Il est aussi l'organe officiel de l'Association nationale du bois. Existe aussi dans les années 30 l'organe spécial du commerce des bois et des industries qui s'y rattache, le Moniteur des scieries et des travaux publics, fondé en 1894. Dans ces journaux professionnels, les contenus ne sont guère différents de ceux d'aujourd'hui. On y trouve des analyses finement détaillées des situations des marchés, les cours du bois, des articles techniques, des réclames et les incontournables petites annonces. Dans ce contexte en pleine mutation, l'électrification des campagnes accélérera encore le processus de changement. Fini les soucis de production d'énergie. Les turbines qui avaient succédé aux roues à aubes ainsi que les machines à vapeur sont arrêtées et remisées au profit du moteur électrique, qui fait une entrée triomphale dans les scieries. Le côté ancien et rustique des vieilles scieries de montagne est peu à peu remplacé par de petites usines du bois. Les mutations de l'après-guerre. Après l'ajournement des grandes ventes de 1938 et la sombre période de la guerre, la production en 1945 se remet peu à peu en place avec le retour des prisonniers. Plus intensément que jamais avec le vaste chantier de la reconstruction, le travail est là pour les scieries. On manque de tout dans cet immédiat après-guerre et en particulier de bois pour la reconstruction et pour les poteaux télégraphiques. Un besoin estimé à 700 000 unités par an alors que la production plafonne à 220 000. Pour aider au redressement, le gouvernement prend la décision de prélever dans les forêts allemandes 6 millions de M3 de bois au titre de dommages de guerre. Les entreprises du bois sont sollicitées. Des groupements se créent, réunissant scieurs, exploitants forestiers et imprégnateurs. Des équipes se forment et gagnent l'ouest de l'Allemagne pour exploiter pendant de longs mois les résineux de la forêt noire. Le bois sera acheminé en France par voie ferrée. L'après-guerre, c'est aussi le début de la période euphorique des 30 Glorieuses et de l'effort national demandé par le gouvernement. En 1946, plus précisément le 30 septembre, l'Assemblée nationale adopte sans débat le projet de loi relatif à l'institution d'un fonds forestier national.
le FFN est né. Il sera durant plus de 50 ans le vecteur incontournable du développement de l'amont de la filière bois, de la forêt à la première transformation. Cette collecte sous forme de taxes chez les transformateurs, scieries et industries mécaniques du bois, a été interrompue officiellement le 1er janvier 2000. Elle a permis de financer en France, pendant plus de 50 ans, le boisement, la production et la mobilisation de la ressource, mais aussi la recherche et le développement ainsi que la promotion du bois. Critiqué par les uns, loué par les autres, il n'en reste pas moins que l'on retiendra de cette initiative qu'elle constitua un véritable plan de guerre à la relance. La trace de 4 millions d'hectares de forêts supplémentaires, essentiellement l'enraisinement des années 1950 à 1960 sur les terres laissées vacantes par l'exode rural des paysans français. L'amélioration de la mobilisation des bois, grâce à l'ouverture des pistes et des chemins forestiers. La modernisation des parcs machines pour l'exploitation de la forêt et la transformation du bois. Enfin, la promotion du bois depuis la création des interprofessions dans les années 1980 et du Centre national de développement du bois, le CNDB créé en 1989. Sur le plan technique, l'après-guerre sera l'occasion de constater des mutations qui vont transformer les travaux forestiers. Tronçonneuse à 2 hommes puis à 1 homme, style Rexo, Dolmar, Mikelhock et tracteurs forestiers, dont les célèbres Latil et Labourier, vont lancer la première vague de mécanisation en forêt. Le transport, bénéficiant de l'amélioration des infrastructures routières et de l'ouverture des pistes forestières, va aussi suivre cette tendance avec les premiers grumiers à câbles, grumiers labouriers fabriqués à Mouchard, Jura et camions GMC des surplus américains, légers et maniables. Ils remplaceront peu à peu les transports lents du bois acheminé à la traîne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.